Allô tout le monde, bienvenue dans cette courte capsule pour les intervalles de confiance. C'est pas très compliqué, vous allez voir, faire des intervalles de confiance, c'est juste utiliser efficacement certaines formules Excel. Alors, on fait ça ici, c'est le devoir de l'an passé, là, donc c'est les données de l'an passé, on va choisir une variable et puis faire l'intervalle pour une moyenne, ensuite faire un intervalle pour une proportion. Alors, je vais dans la base de données, puis je vais me choisir une variable quantitative, il y a cellulaire qui est ici, le temps de sommeil, le salaire, il y a des valeurs, des réponses qui sont pas là. Tu sais, je vais prendre activité physique, le temps moyen d'activité physique parmi nos étudiants. Alors, je reviens ici. Là, ici, la différence entre le faire papier et Excel, c'est que bon, on va pas toujours écrire les phrases complètes puis faire les définitions, mais on fera tous les calculs. Ce sera important de donner une bonne interprétation à la fin, ce que je ferai pas aujourd'hui, là, parce que c'est pas l'objectif, vraiment. Alors, je vais prendre un intervalle de confiance au niveau de confiance 95%. Je vais écrire 0.95. Vous pourriez le mettre en pourcentage si vous voulez. Je vais essayer d'utiliser le plus possible les formules Excel. Donc, ici, 1 moins pour le risque d'erreur. Donc, je vais toujours relier aux valeurs précédentes. Comme ça, j'ai pas besoin. Si je fais un changement, tout va s'ajuster tout seul. Bon, pour la suite, taille d'échantillon, moyenne et quart type, je vais vouloir aller me créer une base de données. Donc, créer des noms, en fait, dans ma base de données. Comme ça, je pourrais faire référence facilement à ces valeurs-là pour calculer les moyennes et quart type par la suite. Alors, je sélectionne ma base de données et je vais aller dans les formules, depuis sélection, ligne du haut, et puis là, je viens de créer ça ici. Je retourne dans ma fiche et là je vais utiliser, bon, il y a différentes formules, mais pour le taille d'échantillon, je m'en souviens plus, là, la formule NB peut nous être pratique. Puis nous autres, c'était activité physique. Super, donc là ça nous dit qu'il y a 116 réponses quantitatives dans la case activité physique. On va calculer la moyenne. Super, donc je vais prendre moyenne ici. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est activité physique. La moyenne, vous voyez, c'est très rapide à calculer. Puis ensuite, l'écart type. L'écart type, ici, il y a deux types d'écart type. Il y a l'écart type sigma et l'écart type S. Nous, on va vouloir prendre S, qui est la deuxième. Si vous lisez là, la petite description, ça devrait vous le dire. L'écart type d'une population en se basant sur un échantillon. Donc, c'est la valeur calculée avec un échantillon, qui est S. Et puis, nous autres, on veut activité physique. Voilà. Je vais juste me mettre un petit peu moins de précision là-dessus, là, parce que sinon, on voit plus grand-chose. C'est même une décimale, ce serait assez. Donc, une moyenne de 5.7 heures d'activité physique et quart type de 3.5. Après ça, on va vouloir se lancer plus dans le calcul de l'intervalle de confiance. La partie 2, c'est de vérifier les conditions d'application. Ici, remarquez que la taille d'échantillon est 116, donc je vais juste aller chercher la valeur précédente ici. Il n'y a pas de problème, donc c'est supérieur à 30. Donc ici, pas lieu de s'inquiéter. Calcul de l'intervalle maintenant, c'est là qui est la plus grande difficulté. Le fonctionnement pour trouver la valeur Z qui provient de la loi normale est un petit peu différente de votre table. Parce que ici, bon, je commence par la formule, là, on veut utiliser la loi.normal standard inverse. C'est la seule formule de loi normale que vous aurez à utiliser, donc bon, faut juste savoir que c'est celle-là. Standard, c'est parce que c'est la loi normale 0,1. Et inverse, c'est parce qu'on va chercher une valeur sur l'axe horizontal et non pas une probabilité. Donc, c'est comme si vous cherchiez à l'envers dans votre table. C'est exactement le même raisonnement ici. Comme ça. La seule chose que nous demande Excel, c'est une probabilité. Il faut savoir c'est laquelle. J'ai fait le dessin à droite là, pour que vous voyez bien. C'est la probabilité qui vient avant la valeur recherchée. Donc, la valeur recherchée, c'est celle à la jonction ici là, entre la partie rouge et la partie blanche. Et puis, moi, cette valeur-là, elle arrive, faut déterminer après quel pourcentage ou probabilité elle arrive. Si je choisis un seuil de 95%, ça veut dire que je répartis mon erreur de 5% également à droite et à gauche. Donc, je l'ai indiqué ici, là, il va y avoir 2,5% à droite. Ce qui veut dire qu'il ça me laisse 97,5% pour tout le reste de la courbe. Okay? Donc, c'est un peu différent. D'habitude, dans la table, on chercherait 47.5 entre le milieu et la valeur, mais nous autres, on rajoute le 0.5 de plus. Bon, si vous voulez faire référence au pourcentage que vous avez ici, c'est le niveau de confiance plus le risque d'erreur divisé en deux. Parce qu'on va compter dans notre calcul la moitié de l'erreur qui est du côté gauche. Voilà, ça me donne, si vous voulez valider avec la table, ça devrait vous donner la même valeur. Excel est un petit peu plus précis, là, il vous donne plus de décimales, mais bon, je l'ai arrondi à la bonne valeur.
Une fois que c'est fait, ben là, c'est vraiment juste du calcul, là. Donc il faut faire des formules Excel pour faire les calculs appropriés. Donc il faut retourner voir les calculs sur vos notes, mais pour faire le calcul de la marge d'erreur, on prend la valeur Z, et ensuite on multiplie S, donc l'écart type, et on divise par la racine de la taille d'échantillon. On va aller sélectionner celle-là. Super, donc votre marge d'erreur, elle est connue maintenant ici. Je vais enlever un petit peu de décimale encore une fois. 0.64. Même qu'une décimale, ce serait assez, là, parce que nos données sont pas si précises que ça. Borne inférieure, on va aller chercher l'estimateur ponctuel, qui est la moyenne, moins la marge d'erreur. Et pour la borne supérieure, on va aller chercher notre estimateur ponctuel plus marge d'erreur. Voilà, et notre intervalle de confiance va de 5 jusqu'à 6.3. Donc après ça, là, vous prendrez le temps de faire une bonne interprétation. Là. En mots, ce serait que la moyenne de temps passé à faire l'activité physique chez les étudiants du cégep est entre 5 heures et 6.3 heures dans 19 cas sur 20 ou avec 95% de certitude. Dans le laboratoire, ce qu'on fait, c'est qu'on va supposer que vous êtes un échantillon aléatoire des étudiants du cégep, donc on va généraliser vos données à l'ensemble du cégep. C'est pas tout à fait le cas, là, on s'entend, là. Vous êtes des étudiants d'analyse quantitative, vous avez une caractéristique qui vous décrit comme groupe, mais bon, c'est la supposition qu'on fait pour pouvoir faire de l'inférence statistique, sinon on n'a pas vraiment d'échantillon aléatoire. On poursuit et on va à l'intervalle de confiance proportion. Donc ici, il y avait comme quelques petites précisions, là, mais on va faire à peu près la même chose. Donc je fais pause, je vais remplir les premières étapes, puis ensuite je vous fais. Bon, on doit choisir quelle variable on va faire un intervalle de confiance pour une proportion. Moi, ce que j'avais fait l'année passée, c'est la proportion de gens qui habitent chez leurs parents. Donc là, on a des oui-non, là. Éventuellement, il y aura des gens qui habitent pas chez leurs parents. Donc on va estimer la proportion de gens qui habitent chez leurs parents chez les étudiants au cégep. Nous autres, on va se baser sur vos données pour le faire. Alors, pour le pourcentage dans l'échantillon, il y a plusieurs façons d'y arriver, mais ce que je vous propose de plus simple, c'est de faire un tableau croisé dynamique pour aller identifier là, la proportion de gens voulus. Alors, on va aller dans notre base de données, on fait CTRL-A, on prend tout ça, et on va utiliser la variable qui nous intéresse, parent, puis on va la glisser dans les lignes, comme ça. Donc maintenant, on sait qu'il y a 13 personnes parmi les 116 qui n'habitent pas chez leurs parents. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ceux qui habitent chez leurs parents. Donc 103 sur 116. Ici, on va tout simplement entrer 103 divisé par 116 et je vais faire un fois 100. OK? Donc là, je fais fois 100. Parce que le fonctionnement de nos formules d'intervalle de confiance, on veut une valeur de 0 à 100 et non pas une valeur de 0 à 1 dans notre procédure pour faire les calculs. Alors, présentement, ce qu'on nous dit, c'est que la proportion de gens qui habitent chez leurs parents, c'est 88,8% de notre échantillon. On aimerait ça donner un intervalle pour la population. Bon, échantillon aléatoire, dans ce cas-là, la réponse c'est non. Okay, ce n'est pas un échantillon aléatoire. On va quand même procéder à l'intervalle de confiance, mais ça remet en cause un peu la validité là, de ce qu'on fait, bien entendu. Et puis, on a 116 personnes ici. Si on fait notre NP, donc N fois P, ça va nous donner le nombre de personnes. Donc le 103, il y a un fois 100, là, mais qui habitent chez leurs parents. Et le N fois 100 moins P, ça va être relié au nombre de personnes qui n'habitent pas chez leurs parents. Oups, j'ai fait une petite erreur. J'écris N, mais il faudrait que je clique sur la case. OK, donc ça donne 1300. Dans les deux cas, il faut que ces valeurs-là soient supérieures à 500. C'est nos conditions. Je vous montre comment faire une formule ici pour valider si la condition est remplie. Je pourrais vous le demander au laboratoire ou en examen. C'est une petite formule simple. Donc ici, je vous montre ça. En fait, ça va comme une validation automatique des conditions d'application. Donc ici, on va vouloir valider si cette case-là, elle est supérieure ou égale à 30. Okay, donc on va écrire la condition. Et ensuite, on va dire que si la condition est remplie, donc vous voyez Excel, il m'affiche valeur si vrai, on va dire à Excel, écris-nous respecter. Et si la condition n'est pas remplie, ben là on pourrait écrire non respecté.
Ok, donc ça, c'est ce qui se passe si la condition est remplie, donc si la taille d'échantillon est supérieure à 30, et ce qui se passe, ce qui va être écrit dans la case si la taille d'échantillon n'était pas supérieure à 30. Donc je pèse sur Enter, vous voyez c'est écrit respecté, mais si j'allais ici et je modifiais puis j'écrivais 22, ben là, Excel il me disait, oh, la condition n'est pas respectée. J'aurais pu écrire vérifier, là, bon, en lien avec le titre de la colonne. Donc ici, 116, voilà, c'est respecté. Puis après, je peux juste glisser ma formule. Je vais juste aller changer la validation. Ici, là, vous voyez, ça a gardé la structure. Mais si on va voir, notre condition pour les deux autres cases, c'est pas 30, c'est 500. Comme vu en classe. Et ici aussi, oups, dans cette case-là, je vais aller changer ma contrainte. Vous voyez qu'elle fait bien référence à la case du 1300 qui est juste à gauche. On veut s'assurer qu'elle est supérieure à 500, puis c'est le cas. Donc ça a écrit respecter, respecter, respecter. Pas pour l'échantillon aléatoire, c'est un petit problème ici. Je termine rapidement, là, mais donc si on a pour la suite, c'est exactement pareil, là, donc j'y vais quand même vite. On va utiliser la formule loi normale standard inverse. On va écrire comme probabilité le niveau de confiance plus la moitié du seuil d'erreur, pour la même raison que tantôt, là, retournez voir la feuille précédente pour vous aider. La marge d'erreur, ça va être la valeur alpha fois, et là c'est un petit peu plus compliqué là, pour la proportion. Racine, et là il faut juste faire attention, là, ce que je vous conseille c'est de commencer, c'est le P fois 100 moins P. On va écrire le P, on va multiplier par le 100 moins la valeur de P. Là, j'ai beaucoup de parenthèses à fermer. L'idée, c'est qu'il faut faire attention pour que mes divisions fonctionnent bien et s'appliquent de la bonne façon. Donc, je veux que toute ma multiplication en haut soit divisée ensuite par n, comme ceci. Là, j'en ai peut-être mis trop pour rien. Bon, ça va, je l'assume. Alors, voici ma marge d'erreur, qui est de 5.1. Alors, ma borne inférieure, ça va être mon pourcentage d'échantillon moins la marge d'erreur. Ensuite, mon pourcentage dans l'échantillon plus la marge d'erreur, ici. Et ça me donne une borne inférieure entre 83.7 et 93.9%. Ça, je pourrais enlever un petit peu de précision là-dessus. Donc, à partir de là, on peut affirmer que entre 83.7 et 93.9% des étudiants du cégep habitent chez leurs parents. Et ben voilà, c'est ce que vous avez à savoir pour les intervalles de confiance sur Excel.